L'une des premières choses, c'est qu'il faut rappeler qu'en tant que sursaut, nous avons essayé le plus possible de mobiliser les intellectuels dans le débat public sur ces questions-là. Et une des raisons, je ne dirais pas que c'est la seule, mais une des raisons importantes, c'est d'éviter de proposer des solutions simples, voire simplistes à des problèmes complexes. C'est l'une des raisons importantes. Et nous avons là devant nous un problème complexe. Nous avons d'abord un travail d'analyse qui n'a pas, au cours de nos discussions, été épuisé. Certains ont souligné effectivement qu'il y avait des types et des degrés de corruption différents. Comment dans notre pays nous établissons cette typologie, je crois qu'il est nécessaire que ceux qui s'intéressent à cette question, ceux qui travaillent sur cette question, approfondissent. Mais l'idée d'avoir une petite et une grande corruption, notion à approfondir, permet aussi d'orienter la lutte. Parce que la façon de traiter ce qu'on appelle la petite corruption du policier au coin du quartier et la façon de remédier à une grande corruption avec des milliards détournés à la tête de l'État, c'est certainement pas la même approche. Et justement, ce travail d'analyse devrait nous permettre un peu de mieux cibler, disons, les solutions que nous voulons apporter à la corruption. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la corruption est une perversion. C'est la perversion soit d'un processus, d'une procédure ou d'une règle qui est là, ou c'est la perversion de valeurs et de principes. Et cette perversion est un mal. Certains ont dit que c'est endémique au Sénégal. Je ne sais pas, mais disons que ça prend des proportions inquiétantes. Les conséquences sont d'abord l'enjeu. La première des conséquences, c'est l'efficacité des dépenses publiques. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos services publics, que ce soit l'éducation, la santé, la protection sociale, etc., toutes les carences que nous avons au regard des ressources qui sont détournées, quand on met les deux ensemble, c'est une catastrophe pour le pays. Et quelqu'un disait que ça diminue nos performances dans le domaine de l'économie, mais ça diminue également nos performances dans le domaine social. Et ceux qui en pâtissent le plus, ce sont les plus pauvres. Ce que je veux dire par là, lorsqu'il manque de classes, c'est moins le fils de Mamadou Ndoye ou la fille de Mamadou Ndoye qui en pâtit que le fils du paysan ou la fille du paysan qui en pâtit le plus quand il manque de classes. Quand il manque de l'eau, c'est la même chose. Quand il manque des infrastructures de la santé, c'est la même chose. C'est les plus pauvres et les plus vulnérables qui souffrent le plus de la corruption. Il y a un problème central sur lequel nous reviendrons, c'est l'accès à l'information qui nous renvoie précisément au premier élément fondamental, la question de la transparence.
Tous ces jours, nous en avons parlé, y compris hier avec la gouvernance, ce qui est la bonne gouvernance. La question de la transparence est capitale. Tant que les citoyens ne savent pas comment leur argent est utilisé, où est-ce que ça va, quel problème ça règle et pour quel résultat, tant que les citoyens ne sont pas informés sur ça, les citoyens auront de la difficulté à agir dans ce domaine. La transparence est capitale. Le contrôle, il est essentiel. C'est vrai qu'on a mis beaucoup d'organes de contrôle en place. Et ces organes de contrôle, pour la plupart, ont montré qu'ils faisaient leur travail. L'OFNAC a fait du travail. La Cour des comptes a fait un travail. L'inspection générale d'État fait du travail. La question, c'est quel est le traitement de leur rapport. Le rapport des organismes de contrôle, quel est le traitement qui en est fait. Même lorsque le travail est bien fait. Et ça pose la question de la tutelle encore de la présidence sur les organes de contrôle. Cette tutelle doit être levée et que les organes de contrôle non seulement aient la possibilité d'aller vers la justice en déposant des rapports, mais que aussi les organes de contrôle aient la possibilité d'informer l'opinion sur ce qu'ils ont trouvé. Que les citoyens soient informés. Donc la publication des rapports des organes de contrôle. Et ceci nous amène au troisième niveau, la sanction. Il est clair que si vous mettez en place un dispositif de contrôle, vous mettez en place des lois qui disent que telle faute doit être sanctionnée de telle manière. Et lorsque la faute est prouvée avec les organes de contrôle, la loi n'est pas appliquée, vous êtes en train d'encourager la corruption. Concrètement. En d'autres termes, la répression est partie intégrante de la lutte contre la corruption. Je pense que dans ce domaine, il faut être équilibré. Il faut éviter de penser que l'éducation est une alternative à la répression. Dans ce domaine, l'éducation doit se combiner à la répression. Ce n'est pas où on éduque, où on réprime. Non, pas du tout. Il faut faire les deux. Il faut éduquer et réprimer. Et principalement l'éducation, n'oubliez pas, c'est l'éducation des citoyens. C'est pour que les citoyens soient conscients de leurs droits, le droit de regard qu'ils ont sur les ressources publiques, parce que c'est leurs ressources. Il faut que les citoyens soient conscients de leurs responsabilités en matière de défense de ces ressources, parce que ces ressources, ça peut demain déterminer l'éducation de leurs enfants, déterminer la qualité de leur santé, déterminer l'eau qu'ils boivent, etc. C'est-à-dire tous les services publics, la qualité des routes, du transport, etc. Il faut que les citoyens le sachent. Et que quand quelqu'un détourne de l'argent, il leur enlève tout ça. C'est tout ça qu'il leur enlève.